Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le régime de non-prolifération nucléaire. Collection Défense, Stratégie et Relations internationales. Les SRI. Dirigé par François Manga-Akoa. Depuis la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 qui a entraîné celle du bloc socialiste est européen dirigé et dominé par l'Union soviétique, puis celle de l'URSS le 8 décembre 1991, signant ainsi la fin de l'affrontement entre les pays du pacte de Varsovie et ceux de l'OTAN, la guerre a pris plusieurs formes inédites jusqu'alors. Le terrorisme international, les guerres asymétriques, la guerre économique se sont exacerbées grâce au développement exponentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, la privatisation de l'usage de la force, jusqu'alors réservée à l'État, a rendu possible l'externalisation de plusieurs services de l'État. En effet, plus que jamais, se vérifie l'adage de Héraclite qui affirme que la guerre est la mère de toutes choses. Tel un veilleur qui attend l'aurore, la collection des SRI scrute l'horizon de ce nouveau siècle, décrypte et prospecte l'actualité internationale en ses aspects politiques, diplomatiques, stratégiques et militaires. Déjà paru. Léon Kungu, Défense et sécurité nationale en mouvement 2010. Jean-François Morel, Alastair Cameron, L'Europe de la défense 2009. Jean-François Morel, Alastair Cameron, European Defense 2009. Pierre-Paul Dicka, La politique d'immigration de la Nouvelle-Afrique du Sud post-apartheid 2009. Commissaire-colonel Simplice Loge-Léby, Pour une histoire militaire du Congo-Brazzaville 1882 à 1992, 2009. Monsieur INGAPETH Biyong, Cameroun, Combat pour l'indépendance 2009. Alain Didier Olinga, L'accord de Greentree du 12 juin 2006 relatif à la presqu'île de Bakassi 2009. Richard Monsieur KEUKO, Guerre et conflits modernes. Petit lexique pour comprendre les notions, 2008. Remerciements. Merci au professeur Jean Klein, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Thierry Balzac, Université de Namur, dont les observations ont permis d'améliorer la qualité de cette étude. Merci à Madame Angélique Malek, responsable du Centre de documentation de sciences politiques de l'UFR 11 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour son aide bibliographique. À mes collègues du département de sciences politiques de la FUNDP Namur, Elisabeth Meur, Marjorie Legendre, Léon Sampana et Stéphane Ball. À Maeva et Olivier Kungu, Thérèse Atangana, Keilan Sondé, Christine Avouzoa, Marie-Hélène Atangana, Jean-Louis Atangana, Henri Chrétien, Carmen Vautrel, Lisette Emeraude Nditsimi et Laurent Ndacle. Glossaire. ABM, Anti-Ballistic Missile Treaty, traité conclu en 1972 entre les États-Unis et l'URSS. Il interdit aux parties de construire des systèmes de défense contre les attaques de missiles stratégiques, et limite le développement et le déploiement de missiles de défense. Les États-Unis l'ont dénoncé unilatéralement, le 13 décembre 2001. ADM, armes de destruction massive. Le terme regroupe généralement les armes nucléaires, chimiques, biologiques et leurs vecteurs. AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, créée en 1956, statut approuvé le 23 octobre par 81 pays, et siégeant à Vienne, elle est entrée en fonction le 29 juillet 1957. Son but est de promouvoir l'utilisation pacifique de l'atome et de contrôler les activités nucléaires afin que celles-ci n'aient pas de finalité militaire. COCOVINU, en anglais UNMOVIC, Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, créée en vertu de la résolution 1284 du Conseil de sécurité du 17 décembre 1999. Elle a succédé à l'UNSCOM. Conférence d'examen quinquennale, elle permet aux parties d'évaluer les conditions d'exécution du traité. Pour les États non dotés de l'arme nucléaire, elle constitue un forum pour rappeler leurs engagements aux États officiellement dotés. COCOM, Coordinating Committee, organisme créé en 1949 et chargé d'empêcher les pays du pacte de Varsovie d'obtenir les biens et les hautes technologies garants de la supériorité qualitative occidentale.
Edan, État doté de l'arme nucléaire. Selon le TNP, il s'agit d'un État ayant effectué un essai nucléaire avant le 1er janvier 1967. ENDAN, État non doté de l'arme nucléaire. Fissile Material Cut-off, traité en cours de négociation visant à interdire la production de matières fissiles pour la fabrication d'armes nucléaires. ISP, Initiative de sécurité contre la prolifération. Ensemble d'activités, développé à partir de 2003 entre un nombre restreint d'États visant à entraver le transport d'ADM et d'équipements connexes. Pays du seuil, État virtuellement nucléaire sans le déclarer tout en le laissant entendre. Prolifération nucléaire. Augmentation du nombre d'États ayant acquis des technologies, des savoirs et des armements nucléaires. SALT, Strategic Arms Limitation Talk. Négociation sur la limitation des armes stratégiques ayant donné lieu à un traité, SALT, signé par les États-Unis et l'URSS à Moscou le 26 mai 1972. Les accords SALT II, signés le 18 juin 1979, limitent la croissance quantitative et qualitative des armes nucléaires stratégiques américaines et soviétiques. Les États-Unis ont décidé le 28 novembre 1986 de ne pas ratifier ces accords. START, Strategic Arms Reduction Talk. Traité américano-soviétique, START-I, signé en 1991 et entré en vigueur en décembre 1994, et américano-russe, START-II, signé en 1993, ratifié par les États-Unis en 1996 et par la Russie en 2000, sur la réduction des vecteurs d'armes nucléaires stratégiques terrestres et sous-marines. Le 8 avril 2010 à Prague en République tchèque, les présidents Barack Obama États-Unis et Dimitri Medvedev Russie ont signé un accord de suivi du traité START-I dit Start Follow-on sur la réduction des armes stratégiques offensives. TIS, en anglais CTBT, traité d'interdiction complète des essais nucléaires adopté à New York le 10 septembre 1996. Ce texte n'entrera en vigueur que lorsque 44 États dotés de capacités nucléaires l'auront ratifié, dont les États-Unis. Trigger List, liste de base d'articles dont la livraison devrait déclencher l'application des garanties de l'AIEA. TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Adopté le 1er juillet 1968, il est entré en vigueur le 5 mars 1970. Il vise à interdire la diffusion des armes nucléaires vers les pays qui n'en disposent pas, à promouvoir un processus de désarmement pour les pays dotés d'armes nucléaires, et à garantir à tous les pays l'accès aux techniques nucléaires à des fins pacifiques. ZEAN, zone exempte d'armes nucléaires. Aujourd'hui, il en existe 5. L'Antarctique dont le traité avait été signé à Washington le 1er décembre 1959. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Antilles, traité de Tlatelolco, adopté le 14 février 1967 et entré en vigueur. Le Pacifique Sud, traité de Rarotonga, adopté le 6 août 1985, entré en vigueur le 11 décembre 1986, Asie du Sud-Est, traité de Bangkok, adopté le 15 décembre 1995, entré en vigueur le 27 mars 1997, l'Afrique, traité de Pelindaba, adopté le 11 avril 1996, ratifié par 19 États, entrera en vigueur lorsqu'il sera ratifié par 28 États. Préface. Professeur Thierry Balzac. Le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, est né en 1968 d'une promesse réciproque entre les puissances nucléaires et les puissances non nucléaires. Les premières promettaient aux secondes de limiter voire de rendre nuls les effets négatifs, économiques, politiques et sécuritaires d'une abstinence nucléaire militaire. Quant aux secondes, elles s'engageaient en substance à ne point accéder à l'arme nucléaire. C'est à la sauvegarde de ces contraintes que doit veiller ce que l'on appelle le régime de non-prolifération nucléaire, dont le centre du dispositif est occupé par l'AIEA. L'ouvrage de Léon Kungu propose d'explorer l'évolution de ce régime, ses tâtonnements, ses réalisations et ses ratés. Mais il comporte aussi, et c'est l'un des aspects qui l'élève au-dessus de la mêlée du moment, une partie orientée vers le futur, laquelle tente de discuter des conditions de possibilité d'un régime de non-prolifération plus efficace, peut-être plus juste et plus crédible. Chez les théoriciens des relations internationales,
les débats sur la prolifération nucléaire oscillent généralement entre les conditions, menaces de préemption, manque d'alliés nucléaires et les motivations, estime de soi par l'appartenance au club, aspiration au leadership régional, qui poussent un État à acquérir l'arme nucléaire. Parfois, cependant, les discussions tournent autour des effets de la prolifération, même si l'exercice reste purement prospectif. Certains, comme Kenneth Waltz, pensent que la diffusion excessive des armes nucléaires désactive automatiquement le désir de leur utilisation. D'autres soutiennent en sens contraire que ceci multiplie les risques de tension, notamment quand au moins l'un des protagonistes ne partage pas les valeurs du système international, notamment pour des raisons culturelles ou idéologiques. Mais la théorie et la pratique ne convergent pas toujours, et quand cela se produit, il est difficile d'établir un rapport d'antériorité entre les deux. Cela dit, il existe au sein du système international une opinion assez répandue, notamment parmi les États occidentaux, selon laquelle la prolifération doit être dissuadée, en ce compris pour certains, quand les circonstances l'exigent, autrement dit quand la négociation ou les sanctions ont montré leurs limites par l'usage de la force. Et c'est ce qui pose problème. Il y a en effet dans la dissuasion une question épistémologique. Que sait-on? Ou comment peut-on savoir? Et une question pratique, que doit-on faire? La première demeure un casse-tête pour la communauté internationale. En la matière, que l'on se souvienne des inspections antérieures à la guerre en Irak, on ne peut dire que le savoir amassé par les inspections in situ soit réellement assuré, par déni ou par correspondance aux faits. Par ailleurs, le phénomène des proliférations opaques, dont Israël est devenu le prototype, laisse envisager que d'autres États pourraient, en d'autres circonstances ou en des circonstances similaires, se doter de la puissance nucléaire d'eux. La question pratique prend généralement la forme d'un dilemme. Peut-on attaquer un État dont on sait par ailleurs qu'il dispose déjà d'une capacité de nuisance nucléaire? Cette question a connu des réponses contrastées dans l'histoire diplomatique des États-Unis. Le jeu des forces, dont celui des intentions et des déclarations en est l'expression, semble se ramener aujourd'hui à un contrôle du calendrier de l'aspirant nucléaire, au besoin en le confinant, avec les défis que ce confinement lui-même suscite. Si le système international a évolué dans sa structure, passant de la bipolarité, dans laquelle la dissuasion nucléaire tenait à tort ou à raison une place centrale, à la multipolarité, rendant la dissuasion moins certaine en ses objets, les États doivent en tirer les conséquences du point de vue stratégique. La présentation par Barack Obama du Nuclear Posture Review le 6 avril 2010, tout en réaffirmant une partie des options stratégiques de l'administration Bush, s'en démarque aussi en réaménageant certains traits déterminants de la stratégie américaine en matière d'usage d'armes nucléaires dans les 5 à 10 ans à venir. Dans ce contexte, la conférence de New York, en mai 2010, ne devrait pas seulement avoir pour objectif la reconduction du traité, mais aussi d'en améliorer la crédibilité, car c'est bien elle, moins que le renouvellement des engagements, qui est le talon d'Achille du régime de non-prolifération. Cette crédibilité ne peut être, à notre avis, partielle. Elle dépend, dans sa configuration finale, de l'issue des tractations sur des dossiers indépendants, en apparence, mais inextricablement liés, tant ils impliquent les acteurs clés du système international, celui de l'Iran, qui n'est plus un tabou pour la Russie et la Chine, celui des armes nucléaires tactiques qui échappent encore à tout traité et celui de l'interdiction complète des essais nucléaires que les Chinois n'ont pas ratifié et qui n'a pas encore été examiné par le Sénat américain. Le texte que livre Léon Kungu permet de s'approprier l'enjeu nucléaire en des termes renouvelés, sans esquiver les embûches que doit surmonter le régime de non-prolifération s'il veut se hisser à la hauteur des attentes de ceux qui escomptent, pour des raisons économiques, politiques ou sociales, un monde totalement dénucléarisé. Professeur Thierry Balzac, chaire Tocqueville des politiques de sécurité. Université de Namur. Directeur du programme de recherche Espace européen de liberté, de sécurité et de justice. Centre d'études européennes de Sciences Po Paris. Introduction. La diffusion des connaissances scientifiques aujourd'hui, l'autonomisation croissante des transferts de technologies entre les pays dits du seuil nucléaire et l'éclatement de l'URSS à la fin du XXe siècle, présageaient des lendemains incertains pour le régime de non-prolifération au regard des risques d'une prolifération horizontale et verticale.
Si les ex-républiques soviétiques ont fait preuve de sagesse en renonçant à toute ambition de nucléaire militaire 3, les inquiétudes semblent se justifier de nos jours avec les défis qui interpellent la communauté internationale, dont la découverte de multiples activités nucléaires clandestines mais aussi la dénonciation du traité de non-prolifération, pierre angulaire des mécanismes de lutte, par la Corée du Nord en janvier 2003. L'arme suprême, plus que par le passé, est un symbole de puissance, de dissuasion et de plus en plus un outil de dialogue. En stratégie, le terme prolifération est réservé aux armements non conventionnels pouvant être définis comme emportant un seuil de violence et de dévastation supposé hors du commun, ou relevant d'une prohibition légale ou morale. Mais au regard de la complexité du phénomène du moment, s'apparentant à une nébuleuse, le concept prolifération s'appréhende en termes de dissémination de matière, de technologie et de savoir-faire permettant de fabriquer une arme nucléaire 4, même s'il convient de noter les transferts légitimes. L'histoire de la prolifération nucléaire est couplée à celle de l'évolution des relations internationales après la Seconde Guerre mondiale, chaque décennie présentant une spécificité. Lorsque Molotov déclara à la fin de l'année 1947 que l'URSS détenait le secret de l'arme nucléaire, l'histoire de la prolifération nucléaire commença. Les années 1950 furent marquées par une progression des savoirs sur le nucléaire civil au fur et à mesure de la construction des centrales, et la question devint alors celle des risques de détournement vers le nucléaire militaire, d'où la création en 1957 de l'AIEA 5, sous l'instigation des États-Unis et à la suite du discours Atom for Peace du président Eisenhower en 1953. Après l'URSS en 1949, le Royaume-Uni et la France se dotèrent de l'arme nucléaire, respectivement en 1952 et 1960, avant que la Chine n'en fasse autant en 1964. Dans le tiers-monde, c'est-à-dire dans les États du Sud, la course à l'armement nucléaire emprunta des formes multiples. Dans les années 1980, certains pays du seuil ont réussi à développer une technologie à base de centrifugeuses. Mais faut-il le souligner, la technologie nécessaire pour un équipement de qualité est compliquée, l'appel à l'extérieur s'avérant incontournable. Aussi, les opérations clandestines s'intensifièrent. Cette diffusion des connaissances et des technologies fut considérée par les États-Unis comme un processus inéluctable qu'il fallait ralentir en s'appuyant pour cela sur le rival, partenaire stratégique qu'était l'URSS. De ce fait, le traité de Moscou 1963, interdisant les essais aériens, est la première initiative de non-prolifération à travers l'entente américano-soviétique. Avec l'explosion de la bombe chinoise en 1964, les deux puissances envisagèrent un système plus élaboré pour contenir la prolifération. Le TNP-6 est signé en 1968 et entre en vigueur le 5 mars 1970. De même, avec l'explosion de la bombe indienne en 1974, les pays exportateurs par risque d'un détournement du secteur civil vers le secteur militaire des matières fissiles constituent un club 7. Aux États-Unis, l'administration qui s'était lancée à partir de 1977 dans une croisade anti-plutonium fit adopter par le Congrès le Nuclear Non-Proliferation Act, en 1978. Ce texte constitue la base légale des sanctions adoptées par les États-Unis contre les États jugés proliférants. La décennie 1980 à 1990 connaît un effacement de la menace de prolifération nucléaire derrière les résurgences bellicistes entre les États-Unis et l'URSS. L'actualité de cette époque est notamment marquée par la crise des euromissiles. De même que certains pays du seuil renoncent au nucléaire clandestin, Argentine et Brésil. 8. L'Afrique du Sud adhère au TNP en 1991 et les deux puissances nucléaires jusque-là non membres, France et Chine en 1992. La fin de la guerre froide voit la résurgence de la menace nucléaire et l'installation d'un climat de peur dans les relations internationales. Le programme clandestin irakien est démantelé. Le 21 octobre 1994, les États-Unis et la Corée du Nord signent un accord avec pour objectif le gel du programme nord-coréen. La mobilisation de la communauté internationale est consacrée le 19 mai 1995, date à laquelle le TNP devient d'application illimitée. Mais cette victoire est aussi éclatante que fragile.
Le CTBT-9, signé en 1996, n'est pas entré en vigueur. L'Inde et le Pakistan procèdent à des essais nucléaires en 1998. Le groupe des fournisseurs nucléaires ne comprend pas les principaux pays exportateurs qui fonctionnent en réseau fermé. La négociation sur l'interdiction de la production des matières fissiles pour des armes nucléaires, Fissile Material Cut-off Treaty, piétine. La conférence du TNP, 24 avril au 19 mai 2000, marqua néanmoins un progrès en faveur d'un nouvel agenda sur le désarmement nucléaire. Dès 2001, ce n'est plus la prolifération nucléaire qui fait problème, mais l'association de la prolifération au mouvement terroriste. Toutefois, après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, le lien prolifération-terrorisme devint difficile à établir. Les mécanismes de lutte contre la prolifération, en l'occurrence le TNP, continuent d'offrir un cadre indispensable pour les efforts déployés par la communauté internationale. Bien que contesté dans certains de ses aspects, la large adhésion dont fait l'objet le TNP témoigne bien de sa validité fondamentale. Il est toutefois manifeste que les dispositions en matière de vérification et de garantie de l'AIEA doivent être renforcées. À long terme, il faut des moyens plus équitables et plus étendus pour limiter judicieusement la prolifération, non seulement des armes nucléaires, mais aussi des vecteurs à longue portée et des technologies à double capacité. De même, l'efficacité du régime dans sa globalité passe par des mesures de restrictions équilibrées et justes n'entravant pas indûment les utilisations de la science et de la technique à des fins pacifiques, encore moins diviser le monde uniquement en deux catégories, les possédants et les autres. En ce début de XXIe siècle, prolifération et contre-prolifération inspirent la stratégie d'un nombre croissant d'États. L'Iran et la Corée du Nord constituent les dossiers les plus graves sur la scène internationale. L'immense défi que représente la prolifération nucléaire exige une nouvelle réflexion et un renforcement du régime existant. Sous l'optique américaine, la doctrine Bush 10 avait mis en avant l'utilisation unilatérale et préventive de la puissance afin d'éradiquer toute menace pesant sur les États-Unis. Indépendamment d'administration, pour la Maison-Blanche, il faut prendre des mesures plus drastiques contre les Rogue States qui ne se plient pas devant la diplomatie et la dissuasion classique. Depuis 1994, les États-Unis disposent de pénétrateurs nucléaires B-61 MOD-11 mis au point pour détruire l'usine chimique de Tarhouna en Libye. Ces armes sont dotées de têtes nucléaires 12 et appropriées pour la destruction des bunkers. Face à la résurgence des menaces du nucléaire dans les relations internationales, les États-Unis illustrent clairement que la prévention de la prolifération ne se trouve pas toujours dans les traités mais dans l'usage des armes efficaces et de stupeur. De ce fait, les plans des États-Unis, tout au moins avant la présidence Obama commencée en janvier 2009, loin de lutter contre la prolifération risquaient plutôt de la relancer. La conclusion que peuvent tirer de la guerre d'Irak et de cette nouvelle stratégie, les candidats à l'armement nucléaire est que pour être à l'abri des foudres américaines et des alliés, Grande-Bretagne et France, il vaut mieux avoir une capacité de riposte et ou de nuisance que de suivre les engagements de non-prolifération nucléaire. La Corée du Nord qui avoue officiellement une capacité nucléaire et qui refuse tout contrôle international, fait l'objet d'un traitement diplomatique par les États-Unis et de l'ensemble du régime. L'Irak qui niait toute possession d'armes nucléaires et acceptait un contrôle illimité de ses déclarations, fut attaqué. Cette démarche imprégnée d'un certain unilatéralisme témoigne de la difficulté à lutter contre la prolifération du moment. L'objectif de ce livre porté sur le régime de non-prolifération n'est pas de juger l'aptitude de la communauté internationale à éradiquer totalement la prolifération nucléaire, entreprise par ailleurs difficile au regard du contexte à la fois plus fluide et plus complexe de l'après-guerre froide et de ce que Pierre Lelouch avait qualifié il y a quelques années de « désordre mondial émergent 13 ». Il s'agit d'une contribution qui relève qu'on ne peut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le régime de non-prolifération et en l'occurrence le TNP, dans sa mise en œuvre a tenu ses promesses et ce, au regard du nombre d'États détenteurs de l'arme nucléaire après 1968. L'Afrique du Sud et la Libye, pays du seuil, ont par exemple renoncé au nucléaire militaire. Notre hypothèse ici considère que la difficulté du régime de non-prolifération nucléaire ne réside pas seulement au manquement technique des mécanismes de contrôle institués,
mais également à la politique menée par certaines puissances nucléaires. Par exemple, la question est posée de savoir pourquoi certaines puissances signent des accords avec les pays hors TNP dans le seul but commercial de vendre des centrales. On relève alors que c'était la France qui avait fourni à l'Irak le réacteur d'Osirak, détruit en 1981, de même qu'elle avait aidé Israël à se doter de son arsenal. En outre, d'autres puissances militaires influencent significativement le travail des experts de l'AIEA. Et même, la fragilité du régime réside également à travers les multiples interprétations de la prolifération. Aussi, le fait pour une puissance nucléaire de moderniser son arsenal existant ne constitue-t-il pas aujourd'hui une forme de provocation ? De toute évidence, les débats sur la prolifération qui opposent les EDAN et ENDAN tirent leur source des multiples interprétations du TNP. Les difficultés du TNP persistent dans la mesure où aujourd'hui, personne n'entend sacrifier sa sécurité ni offrir à autrui des concessions sans contrepartie. Or les normes d'interdiction ou de limitation existantes ne sont pas parfaites, ni réellement universelles, ni réellement complètes. 14. L'existence d'objecteurs persistants qui peuvent toujours passer à l'acte comme l'ont fait l'Inde et le Pakistan, la diffusion des technologies largement à double usage civil et militaire, complique encore un peu plus la question au fil des années, même si a priori il n'y a pas de lien direct entre nucléaire civil et militaire. Certains pays, à l'instar d'Israël, ont des programmes militaires et pas de programmes civils. Toutefois, une telle étude ne peut être menée avec efficacité sans poser des questionnements à propos de l'incitation des États à violer les engagements de non-prolifération nucléaire. De même qu'il apparaît opportun de justifier les différentes plaidoiries pour une adaptation des mécanismes de lutte. Car, comme l'a jadis souligné Eldon 15, pour faire face au problème de la prolifération dans l'avenir, il sera de plus en plus nécessaire de dépasser les approches traditionnelles de la prolifération. Somme toute, malgré des manquements graves et des complaisances, la lutte internationale contre la prolifération nucléaire reste d'actualité. Cette étude examine les instruments juridiques et les accords tendant à la prévenir. L'étude analyse comment s'adaptent les techniques de lutte contre la diffusion des technologies, y compris à des acteurs non étatiques. Le passage progressif de la coercition à la prévention produit-il l'efficacité escomptée ? Le moins que l'on puisse dire est que la mobilisation de la communauté internationale induit une diversification des stratégies. Toutefois, la lutte efficace contre la prolifération nucléaire implique une réelle volonté politique aussi bien des EDAN que des ENDAN. Cependant, au regard des hésitations des premiers à avancer vers la voie d'un désarmement significatif, les seconds trouvent comme une frustration l'interdiction de leur accès au nucléaire militaire. Par une approche multilatérale, nous situerons notre lecteur sur les fondements de la lutte contre la prolifération nucléaire ainsi que la mise en œuvre du et ou des régimes. Ensuite, nous saisirons les difficultés du régime et les obstacles à vaincre. Les limites des stratégies de non-prolifération seront saisies, ainsi qu'une analyse de la portée des approches nouvelles du régime. Succinctement, notre étude examinera les fondements de la lutte contre la prolifération par une analyse des moyens du régime, en l'occurrence le TNP, l'AIEA et les mécanismes de contrôle des exportations, comités Zanger et Club de Londres. La mise en œuvre de ces moyens techniques que soutiennent les mesures d'ordre politique permettra de saisir les évolutions du régime. Nous présenterons de ce fait les mesures globales, TIS, cut-off, garantie de sécurité, le protocole additionnel de 1997 et les mesures régionales, zones exemptes d'armes nucléaires et mesures de confiance, première partie. L'évolution du régime dans le temps témoigne de l'ampleur des obstacles à surmonter. Notre deuxième point d'analyse portera sur les limites des stratégies de non-prolifération. À travers maintes interrogations, nous essaierons d'apporter des éléments de réponse quant à la motivation des États à violer le TNP et quant à la fragilisation accrue du régime de non-prolifération tout entier. Aussi, si la Corée du Nord viole le TNP parce qu'elle évolue sans aucun doute en marge des affaires internationales, les autres États seraient motivés par les différentes appréhensions de l'arme nucléaire, perçue comme un facteur de puissance, de dialogue et de dissuasion, la bombe permettant de sanctuariser le territoire. Ainsi,
Nombre d'analystes ont souligné que l'Irak de Saddam Hussein n'aurait jamais été attaqué si les services de renseignement occidentaux avaient établi avec certitude que le dictateur était détenteur de l'arme nucléaire. Les différentes conceptions de l'arme nucléaire par les politiques constituent autant d'obstacles au déroulement du régime. Les limites et obstacles cernés. Nous présenterons par la suite les modalités de renforcement du régime à travers les approches nouvelles de lutte contre la prolifération, donc une analyse des mesures drastiques que sont les actions de prévention et de préemption, et les contrôles à l'exportation. Nous terminerons cette partie par une analyse de l'option 0 en matière nucléaire et ce, à la lumière du discours officiel français et américain sur la défense et sécurité. Deuxième partie. Première partie, approche de la lutte contre la prolifération nucléaire. Chapitre 1. Les fondements. L'entente internationale de lutte contre la prolifération nucléaire se dégage autour du régime de non-prolifération nucléaire. Il repose sur 3 piliers d'importance juridique et politique inégale. Le pilier le plus important est le traité de non-prolifération, TNP, dont le mérite est de servir de base à l'idée selon laquelle la non-prolifération est la norme et la prolifération l'exception. Le deuxième pilier est constitué par le système de garantie de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui au regard de la complexité du phénomène de la prolifération aujourd'hui se renforce d'outils plus performants afin de détecter les activités clandestines. Aux côtés de ces piliers, il convient d'énumérer les mécanismes de contrôle des exportations. Cette étude en aborde 2, le Club de Londres et le comité Zanger, qui imposeraient à leurs membres des règles rigoureuses. 1. Les moyens de base du régime. Nous relevons ici le TNP et l'AIEA, qui sont des mécanismes mis en place pour lutter contre la prolifération étatique dans les années 50 et 60. Ces mécanismes ont tous été durcis après la première guerre du Golfe, mais aujourd'hui, ils présentent toujours des insuffisances et sont inadéquates, bien qu'indispensables pour lutter contre la prolifération infra-étatique. Le TNP, pierre angulaire du régime. C'est l'instrument de contrôle politique de non-prolifération. Le 1er juillet 1968, le TNP a été ouvert à la signature à Moscou, à Washington et à Londres, capitales des 3 gouvernements dépositaires. Entré en vigueur le 5 mars 1970 après ratification par les 3 puissances dépositaires et 40 autres États signataires, il reste encore avec le traité sur l'interdiction des expériences atmosphériques, le principal rempart au pullulement anarchique des armes nucléaires. Les développements ci-dessous tout en illustrant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.